Alors aujourd'hui, on a prévu d'aborder plusieurs thèmes. Je vais vous parler effectivement du sommaire. Donc on aura une introduction, donc c'est moi qui vais vous introduire effectivement le webinaire, et je vais laisser la parole après à Hervé pour qu'il introduise le webinaire et puis pour présenter les intervenants. Ensuite, je vous propose qu'on fasse un point vraiment très rapide sur le secteur des assurances, le marché d'assurance en ce moment dans le contexte de crise. Vous savez qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, la position des assureurs pour répondre à la crise sanitaire. Donc ça, c'est Pierre Marchon, le directeur général de Théorème, qui va nous faire une petite intervention, un petit état des lieux. Et puis ensuite interviendra Jean-Paul Chauffour, que vous connaissez pour la plupart, sur vraiment le cœur de ce webinaire. C'est on a voulu vous accompagner et vous donner de la visibilité sur comment ajuster vos contrats d'assurance pour répondre à cette crise sanitaire, les points de vigilance sur les contrats. Voilà, donc c'est Jean-Paul qui nous parlera de ça. Et puis enfin, le sujet de la protection de vos salariés. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont repartir le 11 mai. Voilà, comment faire pour effectivement que tout soit conforme au niveau de votre entreprise. Donc, je vais laisser la parole à Hervé Robolo, qui est le délégué général de la fédération DLR, pour le mot de bienvenue. Oui, merci Sarah, bienvenue à tous, bonjour. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce séminaire? Pour deux raisons. D'abord, le sujet assurance est un sujet permanent, récurrent. Les questions arrivent en permanence à DLR, toutes les semaines on travaille là-dessus. Et bien évidemment, la crise qui vient de débuter réellement il y a un mois a mis en exergue que énormément de questions se posaient. On l'a vu en tout cas en début de crise, les clients qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas responsables de la garde de matériel, qu'ils les abandonnaient sur les chantiers. On a eu des cas très graves avec des grues à tours qui ont été laissées livrer à elles-mêmes à la météo. Donc forcément, ça a des répercussions derrière sur les couvertures en assurance. On ne parlera pas aujourd'hui de tout ce qui est assurance dite sociale, Malakoff, Médéric, AG2R, etc. Ce n'est pas le sujet. Sur le format de 45 minutes, on a déjà bien à faire avec ce qu'on a à dire aujourd'hui. Et puis… Hervé, le micro a été coupé. Oui, excusez-moi, j'ai accroché mon clavier par mégarde. Voilà, donc pour parler assurance, l'assurance c'est quand même un métier, c'est pas le mien. Nous avons un partenaire qui est Théorème. Théorème est un courtier, membre de DLR. Notre adjoint de liaison, si j'ose dire, chez Théorème, c'est Jean-Paul Chauffour. Vous êtes nombreux à le connaître depuis longtemps. Jean-Paul connaît très bien la profession, connaît très bien nos entreprises, nos matériels, connaît très bien nos conditions générales de loc et de vente. C'est très important quand on parle d'assurance. Connaît très bien aussi les comportements de certains de nos clients. Ça aussi, c'est très important. Et on a une habitude de collaboration avec Théorème qui date maintenant de quelques années. Donc, moi, j'avais été un peu surpris par le silence des assureurs au début de cette crise et j'avais contacté Théorème en me disant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Là-dessus, Théorème me dit écoutez, on peut bâtir ce webinaire. Voilà la genèse de ce petit webinaire. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à l'intervenant suivant. Je me permettrai peut-être d'intervenir pendant la… Bien sûr, avec plaisir. S'il y a des questions auxquelles je peux répondre, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup Hervé. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va passer la parole à Pierre Marchon, qui est le directeur général de Théorème, pour qu'il vous fasse un petit topo sur comment le marché de l'assurance réagit à cette crise sanitaire. Merci Sarah, bienvenue à tous et bonjour à tout le monde. Comme l'a précisé en effet Hervé, le petit topo, juste 5 minutes, donc on va essayer d'être particulièrement synthétique, ne va porter que sur le monde du yard, donc ça veut dire c'est toutes les assurances liées aux dommages à responsabilité civile, plus particulièrement cette partie-là. Ce qu'on peut dire sur l'état du marché, c'est déjà premièrement un monde de l'assurance qui est particulièrement surprenant en matière de communication. Dans un premier temps, les assureurs n'ont pas été très présents, n'étaient pas en première ligne. Nous, en tant que courtier, quand on leur a posé un certain nombre de questions, ils n'étaient pas véritablement en mesure de nous répondre. Et on est passé de cette absence de position, de place, à une situation depuis une dizaine de jours qui, là, maintenant, frise plutôt la cacophonie, où chacun y va de son annonce.
Alors plutôt le monde des mutuelles et plutôt les banques assureurs, et ça pose de gros problèmes. Gros problème en matière de communication, puisque l'ensemble des assureurs n'arrivent pas à s'entendre pour une communication homogène. Si on revient un peu sur ce qui s'est passé sur cette période et la position des assureurs et notre vision des choses, dans un premier temps, les assureurs étaient en retrait, ont néanmoins pris certaines positions, certaines annonces. On fera la distinction sur ces annonces entre le rôle de l'assureur, l'institution financière, les institutions financières qu'il représente, et puis leur rôle de couvrir des risques. D'un côté, les assureurs ont quand même répondu présent, notamment par l'abondement dans le cadre du fonds de solidarité qui était mis en place par le gouvernement, à hauteur de 200 millions. Rapidement, on s'est aperçu que ces 200 millions n'étaient pas suffisants, donc ils ont rajouté 200 millions pour arriver à une contribution de la part de l'ensemble des assureurs qui sont sur le marché français de 400 millions dans ce contexte. Et ces 400 millions venant, bien sûr, dans la cagnotte, si j'ose dire, des fonds de soutien, plus particulièrement pour les petites structures, les commerçants, les artisans, les TPE, qui souffrent davantage dans cette période de confinement et de pandémie. La deuxième chose également qu'ils ont fait avec cette casquette d'investisseurs financiers, c'est qu'ils ont suivi les recommandations également là du gouvernement. Ils ont généralement des parcs immobiliers assez importants. Au niveau de leur rôle sur la gestion de ces parcs immobiliers, ils ont en effet suspendu le recouvrement des loyers tel qu'il avait été demandé. Ça, c'est le rôle de l'assureur institution financière et sa contribution dans le cadre de l'économie et les actions qu'il pouvait entreprendre. Par ailleurs, ils ont pris un certain nombre de dispositions. Là aussi, ça commence à être chaotique puisqu'il n'y avait pas de position de place. Quand je parle d'une position de place, c'est-à-dire que ce n'était pas une décision de l'ensemble des assureurs. Ça s'est fait assureur par assureur. Ils ont pris un certain nombre de dispositions, mais des dispositions qui étaient plutôt liées à des facilités de paiement, proposant pour certains clients qui rencontraient des difficultés financières un étalement du paiement de la prime. Ils ont pris un certain nombre de dispositions également en suspendant tout ce qui pouvait être mis en demeure. Les sociétés qui n'avaient pas pu payer leur prime d'assurance juste avant le confinement se mettaient dans un risque étant donné que l'ensemble de leurs activités allaient être arrêtées, rencontrant des problèmes de trésorerie, se mettaient dans une situation où ils risquaient de recevoir des mises en demeure de la part des assureurs. Les assureurs ont statué là-dessus et assez rapidement, au bout d'une quinzaine de jours, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait une suspension des mises en demeure. Et puis également, l'autre disposition qui a été prise, c'est d'assurer la couverture des risques même si les primes n'avaient pas été payées, et là, pas pour les clients qui auraient été éventuellement mis en demeure, mais pour ceux qui rentraient dans une période où ils allaient être susceptibles d'être suspendus en termes de garantie. Là, les assureurs ont indiqué qu'ils allaient honorer les sinistres, même si les primes n'avaient pas été payées. Ça, c'est les premières dispositions qui ont été prises. Si on regarde après, globalement, le sujet de la pandémie, on s'aperçoit que c'est un sujet qui, dans les contrats d'assurance, n'est pas couvert ou très peu couvert. Il existait certains contrats, plus particulièrement pour la partie restauration, hôtellerie, qui pouvaient couvrir ce risque, mais très très peu de contrats incorporaient ce risque de pandémie. Vient s'ajouter là-dessus le débat technique et juridique, on pourrait passer des heures, une perte d'exploitation mais sans dommages matériels, ou de l'autre côté également, on a affaire à un risque systémique qui, malheureusement, dans les contrats d'assurance, est généralement exclu. L'enjeu global en matière de perte d'exploitation avait été évalué à un certain moment à 60 milliards d'euros. Aujourd'hui, je lisais encore hier une note du MEDEF, on parle plutôt de 150 milliards. Même si on s'arrête à 60 milliards d'euros au niveau de la perte d'exploitation, il faut savoir que ça représente l'ensemble des capitaux propres des compagnies d'assurance qui interviennent sur le marché français. Si elles devaient payer ces 60 milliards, elles pourraient le payer, mais ça veut dire que l'assurance est morte en France. Il n'y a plus de quoi faire fonctionner l'assurance dans un second temps. Donc on s'aperçoit bien que les enjeux économiques sont très forts et qu'il y a également un environnement très particulier qui fait que cette crise touche l'ensemble du monde et n'est pas forcément limitée à la France.
On observe néanmoins quand même de l'autre côté une baisse de fréquence sur des sinistres de masse. Il est évident que les véhicules roulant nettement moins, on peut constater que là, il y a une économie puisque les assureurs ne vont pas être confrontés en termes de paiement de sinistres commence à rester sur le trend qui existait précédemment et on observe bien qu'il y a une chute. L'autre chose aussi, c'est qu'on constate qu'il y a une baisse d'exposition au niveau du risque, puisque si on parle bris de machine, si les machines ne fonctionnent pas, il est évident qu'on ne va pas être confronté au bris de machine, le risque en la matière va fortement chuter. Donc, les compagnies vont quand même avoir dans leur caisse un certain nombre de latitudes financières. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on s'aperçoit que ça commence à évoluer, la position des compagnies commence à évoluer, c'est les mutuelles qui ont commencé, et plus particulièrement sur les particuliers, le secteur des particuliers, puis après ça s'est étendu aux commerçants, aux artisans et aux TPE, commencent à prendre un certain nombre de dispositions. À ça vient se rajouter également des messages qui rajoutent commence à l'appréciation du sujet, des messages tels le Crédit Mutuel qui, la semaine dernière, a fait une annonce en matière de perte d'exploitation indiquant qu'ils allaient forfaitiser la perte d'exploitation et la payer de façon, enfin, l'ensemble de leurs clients, mais on s'aperçoit que l'arroseur est arrosé puisque cette disposition est suivie de très très près par la CPR. La CPR est l'organe de contrôle des assurances et que cette annonce est vue notamment par leurs confrères comme étant purement une annonce racoleuse et purement commerciale, puisque sans rentrer dans le détail, on s'aperçoit que l'annonce qu'ils ont pu faire pourrait même léser un certain nombre de clients, puisque certains clients bénéficiaient, à vrai dire, de cette garantie et que de limiter le remboursement, enfin l'indemnisation de cette garantie en 11 000 €, alors que le client pourrait être confronté à une perte qui soit beaucoup plus importante, amènerait quand même à créer une divergence sur de traitement au niveau des clients, ce qui vient rajouter en termes de communication encore un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, si on essaie de faire le point de façon synthétique, la première chose, c'est que l'ensemble des courtiers et le syndicat professionnel des courtiers, qui s'appelle Planète CSCA, demande, il y a eu un certain nombre de courriers qui ont été adressés aux assureurs, à la Fédération des assureurs, demande qu'il y ait une position claire de la part de l'ensemble des assureurs, de façon à ce qu'il y ait un traitement homogène et que les assureurs arrêtent un peu ces communications qui sont quand même assez compliquées à maîtriser et qui nous mettent, nous, courtiers, dans une situation particulièrement complexe, puisque comment maintenir notre relation de confiance dans un contexte pareil où les assureurs vont avoir des positions différentes sur un même sujet et peuvent donc apporter des solutions, ou en tout cas essayer de mettre en place des systèmes d'indemnisation qui pourraient être, encore une fois, pas forcément très homogènes. Donc, là, on a un gros sujet de communication et on demande aux compagnies d'assurance de bien vouloir se mettre sur une seule ligne et que cette ligne reste homogène pour tout le monde. On observe donc globalement, en effet, un assouplissement avec des soutiens pour les sociétés qui vont être les plus exposées, les plus fragiles et qui devraient permettre une prise en charge, en tout cas sous forme d'une indemnité qui va se manifester par une ristourne. Ristourne, certaines compagnies parlent de 2 mois de prime. On semble s'orienter vers ce type de solution. On peut citer les compagnies qui commencent à formaliser en la matière, qui commencent à nous formaliser ce type de principe. AXA en fait partie. Generali a commencé également à prendre des positions. MMA a commencé également là-dessus à se prononcer, avec quelques divergences, mais là-dessus, ça commence à venir. Donc, les actions là-dessus sur lesquelles on vous recommande de faire, c'est de voir avec vos intervenants au niveau assurance. Les compagnies commencent en la matière à trouver des solutions. Ça ne va pas couvrir en totalité la perte d'exploitation, mais ils commencent déjà à revenir sur leur position. La deuxième chose, mais là qui sera plutôt pour l'avenir, c'est que malheureusement ce risque nous fait prendre conscience que nous pourrions demain à nouveau, dans 5 ans, dans 10 ans, être exposés encore à ce genre de situation. Et là, le gouvernement a souhaité, en collaboration avec les assureurs et
les courtiers interviennent également dans cette discussion, mener une réflexion sur la mise en place d'un régime spécifique qui permettrait demain d'être financièrement mieux armé si malheureusement ce type d'événement intervenait. C'est un principe qui reposerait un peu sur le même mécanisme que ce que l'on peut connaître sur le risque de catastrophe naturelle ou sur ce qu'on appelle le GAREAT qui couvre les garanties terrorisme. Voilà, donc aujourd'hui on sent que le marché commence un peu à réagir. Encore une fois, les assureurs, vraiment, sur ce point-là, n'ont pas été à la hauteur de la communication avec une absence dans un premier temps et aujourd'hui une communication très chaotique. Voilà pour vous faire un petit point sur le marché de l'assurance. Ok, merci beaucoup Pierre. Donc en gros, la conclusion, c'est qu'on va rester quand même assez attentif aux prochaines évolutions et à la communication des assureurs et qu'on restera bien sûr en liaison permanente avec DLR pour vous informer et diffuser au maximum l'information. Alors, je vous propose maintenant qu'on a fait le point très global sur le marché de l'assurance, de rentrer vraiment dans le vif du sujet et dans du très concret pour vous au quotidien et concernant vos contrats d'assurance professionnelle. Je vais donner la parole à Jean-Paul Chauffour, qui va vous permettre de répondre à la question, c'est vraiment notre fil rouge, comment ajuster vos contrats d'assurance pour faire face à la pandémie et pour sécuriser au maximum vos matériels. Oui, Hervé. Sarah, si vous me permettez, je voudrais poser une question à Pierre. Une notion qui n'a pas été abordée, c'est la notion de cas de force majeure. Vous savez qu'au début de la crise, nos clients nous ont jeté au visage cas de force majeure, on arrête tous les contrats, etc. Alors, je rappelle que DLR a pris rapidement une position très forte et très ferme là-dessus en disant il n'y a pas de cas de force majeure, ça ne se juge pas de manière générale, mais au cas par cas. Et ensuite, je vous rappelle que les 3 critères, l'imprévisibilité, alors dire le 17 mars que c'était imprévisible, ça reste discutable. L'extériorité, effectivement, c'est un facteur extérieur, mais surtout l'irrémédiabilité. Le 3e critère de la force majeure n'est pas réuni. Rien n'est irrémédiable, d'autant plus que le BTP, notamment, avait été engagé à poursuivre le travail. À Fukushima, effectivement, le lendemain, c'était irrémédiable. Tout était irradié, on ne pouvait pas retourner travailler. Quelle a été, Pierre, j'ai été un peu long, pardon, quelle a été la réaction des assureurs par rapport à ça? Parce que là aussi, on ne les a pas vraiment entendus parler sur le cas de force majeure. Ah oui, comme on les a pas, on les a pas entendus parler globalement. Non. En effet, ils n'iront pas sur ce terrain-là parce que juridiquement, c'est un peu complexe de rentrer dans tous les détails, mais juridiquement, à vrai dire, le sujet est malheureusement n'est même pas là. Hein, c'est ce que vous précisiez, c'est que il manque quand même un certain nombre de critères pour pouvoir rentrer sur ce débat technique et juridique. Donc ils ne sont pas rentrés là-dessus et ils ne prendront même pas une position parce qu'ils considèrent qu'il n'y a même pas de sujet. Ah, c'est dommage. C'est l'interprétation qu'on en fait puisque quand on évoque ce sujet-là, il est rapidement évoqué. Si je peux me permettre, les courtiers, Pierre, à mon avis, ont vraiment intérêt à dire aux assureurs que les 10 assureurs en parlent quand même à leurs grands clients. On ne va pas donner de nom, hein, parce qu'on a reçu des directions des achats et de certaines directions juridiques des courriers absolument hallucinants nous expliquant qu'on était en force majeure et qu'il fallait tout arrêter. Et notamment un courrier d'un très gros faiseur du TP qui expliquait que suite au rendu de la cour de Colmar en mars dernier, où un travailleur étranger n'avait pas pu se rendre à une convocation, c'était un cas de force majeure. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça serait quand même bien que les assureurs communiquent vis-à-vis. Oui, communiquent. Mais c'est ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une communication et une position de place surtout. C'est qu'aujourd'hui, chacun y va de son commentaire et c'est comme ça qu'en effet, vous pouvez avoir certains clients qui vous remontent ces positions ou ces propos qui sont tenus. C'est que aujourd'hui, même la réponse qu'ils vont apporter, ils commencent à ouvrir, à chercher à trouver des solutions. Il faut même que sur ces solutions, les choses soient claires. Comment aller expliquer, nous, courtiers, à un client que son contrat avec telle compagnie, par rapport à même nature de risque, son confrère avec un contrat sur une autre compagnie, le traitement et la réponse ne va pas être homogène. Qu'est-ce qu'il justifie ? Étant donné, c'est surtout par rapport à l'ampleur de l'événement, on n'est pas juste sur, on n'est pas sur AZF, on n'est pas juste sur un sinistre. Par rapport à l'ampleur, en effet, il est très surprenant que les compagnies ne réagissent pas davantage. Enfin voilà, mais merci, je voulais faire ce petit topo sur le cas de force majeure avant que Jean-Paul ne reprenne la parole.
Allez, Jean-Paul. Ne sois pas trop bavard, hein, sois vraiment concis parce qu'on est déjà 25. Bonjour à tous. Donc, le fil rouge de mon intervention sera l'assurance de ce qui constitue le cœur de votre activité, c'est-à-dire les matériels. Donc, 3 situations possibles. Le matériel est sur votre parc, le matériel est sur chantier et le matériel est en cours de transport. Je propose que l'on aille sur le détail de chaque situation les unes après les autres. Donc, première situation, le matériel est sur votre parc. Alors, pour le matériel stocké sur parc, quels sont les contrats d'assurance qui sont concernés? Alors, pour les matériels sur parc, les contrats d'assurance concernés sont généralement le contrat dommage aux biens ou multirisque industriel, donc l'assurance de vos bâtiments qui couvre aussi leur contenu. Et si vous avez un contrat Brin Machine, ça peut être également le contrat Brin Machine. Donc, contrat dommage aux biens et ou contrat Brin Machine. Il y a des points spécifiques à contrôler sur ces contrats pour répondre à la crise sanitaire? Oui, dans le contexte actuel, il faut vérifier que les capitaux assurés dans ces contrats correspondent aux risques que représente le stock de matériel que vous avez sur votre parc. Exemple, si d'habitude vous avez 500 000 € de valeur de matériel sur parc et 500 000 € à l'extérieur, à la date d'aujourd'hui, on peut supposer que vous vous retrouvez avec 900 000 € de matériel sur parc. Donc là, il y a un delta très important. On a presque 400 000 € de delta entre la situation avant et la situation d'aujourd'hui. Il faut donc vérifier que les montants de garantie indiqués dans vos contrats soient cohérents par rapport aux risques que représente cette nouvelle situation. Donc Jean-Paul, une fois qu'on… ça veut dire qu'il faut tout de suite rediscuter avec son assureur et son courtier? Exactement. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec 900 000 €, tout votre parc stationné chez vous, il faut vérifier, vous appelez votre courtier, il faut vérifier que les capitaux, alors vous pouvez regarder vous-même, ou alors vous appelez votre courtier ou votre assureur et vous contrôlez que les capitaux soient bien conformes. Qu'en cas de sinistre majeur, vous ne vous retrouviez pas en plus des conséquences économiques de la crise avec des conséquences dues à une sous-assurance sinistre. Alors, on nous pose la question dans le chat, tu confirmes que les matériels sur parc sont couverts contre le vol? Alors, je confirme, c'est du sur-mesure. C'est chaque contrat qui désigne le niveau de garantie. Donc, s'il y a une garantie vol, effectivement, alors attention, en vol, on ne couvre jamais la totalité du parc. C'est-à-dire que si vous avez, même en temps normal, si vous avez 500 000 € de matériel sur parc, votre garantie vol ne sera pas d'un montant de 500 000 €. Voilà, puisqu'on ne va pas vous voler tout votre parc en même temps. Donc, effectivement, on peut peut-être réévaluer, remonter cette garantie vol si vous l'avez, ou si vous ne l'avez pas, peut-être la négocier pour la mettre en place, parce que le risque vol dans un site fermé est plus important, effectivement. Oui, alors ça nous permet d'enchaîner effectivement sur si la garantie vol est acquise sur vos contrats d'assurance, il faudra quand même faire attention aux mesures de prévention que prévoient vos contrats. Alors, effectivement, certains contrats, que ce soit contrat dommage aux biens ou contrat Brin Machine, donnent des prescriptions obligatoires concernant le stationnement des matériels sur parc pour la prévention. Donc, ils peuvent donner exemple de prescription, c'est que les matériels soient espacés d'au moins 5 mètres les uns des autres. C'est de la prévention risque incendie. Que les réservoirs soient vidés. C'est de la prévention risque incendie, mais également vol. Que les matériels ne soient pas laissés en charge. Ça, c'est de la prévention incendie. Et également, chose importante, c'est que les clés ne soient pas laissées à la vue de tous, sur un tableau avec le numéro de série de l'appel qui va bien ou d'immatriculation du véhicule. Ça, c'est de la prévention vol. Mais qu'est-ce qu'on risque
qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas ces mesures de prévention prévues contractuellement? Si elles sont prévues contractuellement, ce que vous risquez en cas de sinistre, c'est une déchéance de garantie. C'est-à-dire que l'assureur refuse la prise en charge du sinistre, donc refuse de vous rembourser. D'accord, donc il faut bien effectivement porter attention à ce qui est prévu dans vos contrats en termes de mesures de prévention. On nous dit également dans le chat que le fait de revoir le montant, les limites de garantie de son contrat, ça peut faire exploser le montant de la prime. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est de la négociation, effectivement. Est-ce que le contexte ne serait pas justement le fait donnerait pas l'occasion de négocier pour une période temporaire, bien sûr, puisqu'après le déconfinement, on espère que les choses vont revenir à la normale, de dire, voilà, pendant la période de déconfinement, on vous demande de nous accompagner, notamment au niveau des garanties. Donc, ça peut être au niveau des primes, mais également au niveau des garanties. Ça peut être aussi une façon pour les assureurs d'accompagner leurs assurés. Surtout qu'en plus, comme l'a dit Pierre en introduction, le nombre de sinistres diminue drastiquement puisque les matériels ne circulent plus et ne sont plus en mouvement. Donc, l'assureur, effectivement, on peut essayer de négocier pour augmenter les garanties tout en sachant que la sinistralité va quand même baisser sur la période. Tout à fait. Il y aura une baisse de fréquence, ça c'est indéniable. Maintenant, ce dont je parle, moi, c'est de sinistres d'intensité et de sinistres lourds. Voilà. Alors, on nous dit également que le stockage des matériels sur le parc avec un espace important et des réservoirs vidés, c'est bien, mais que c'est très compliqué à réaliser dans la vraie vie. Effectivement, je pense que c'est… Alors, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, il faut dialoguer avec votre courtier, dialoguer avec votre assureur pour lui faire part de vos difficultés. Si c'est écrit noir sur blanc dans le contrat et que ce n'est pas possible à appliquer, ne restez pas dans votre coin. Je pense qu'il faut toujours prendre contact avec son assureur pour trouver une solution et en tout cas pour lui faire part de vos difficultés. Exactement. Et en plus, ayant 2 fois plus de matériel sur le parc, c'est 2 fois plus compliqué de mettre en œuvre notamment les notions d'espace entre matériels. Donc, le maître mot, effectivement, c'est tout de suite appeler votre assureur, lui dire « je ne pourrai pas respecter cette condition, faites-moi un avenant temporaire en attendant pendant la période de crise ». Enfin, il faut agir. Il faut agir. D'accord. Et concernant les matériels roulants, le fait qu'ils ne circulent plus, est-ce que ça nous permet de suspendre la garantie RC Circulation? Alors, très très important concernant ce sujet, c'est que les matériels roulants stationnés sur parc sont toujours soumis à l'assurance responsabilité civile circulation obligatoire. Vous ne pouvez pas suspendre cette assurance. Pour rappel, sont soumis à l'assurance responsabilité civile circulation obligatoire tous les véhicules, les remorques et les engins automoteurs autoportés à roues ou à chenilles, même non immatriculés. Ceci, ce n'est pas un conseil, c'est une obligation légale. Très important. Ok, donc on ne suspend pas cette garantie sous aucun prétexte. Oui, sous aucun prétexte. Le risque demeure. Alors, la deuxième situation, c'est quand votre matériel est stocké sur les chantiers à l'arrêt. Donc, je suppose déjà, dans un premier temps, concernant la RC circulation obligatoire, ce que tu viens de dire, ça reste valable même pour les matériels qui sont stockés sur des chantiers à l'arrêt. Ah oui, même si le chantier est fermé et interdit au public, l'engin est toujours en circulation. Donc, la garantie doit être là. Ok. Et qui est responsable des dommages au matériel quand ils sont sur chantier? Alors, pour développer ce sujet, je dois faire référence aux conditions générales de location. Donc, il y a les DLR interprofessionnels 2009, il y a UFL 2016, celle de l'ACIM 2019, ainsi que les Interpro 2018, grue et équipement de chantier. Dans toutes ces conditions générales de location, il est indiqué que le locataire a 3 possibilités pour couvrir les dommages au matériel, qui sont 1, l'auto-assurance, 2, accepter la renonciation en recours que le loueur va lui proposer, et 3, assurer le matériel
auprès d'un assureur. Je ne vais pas développer l'auto-assurance qui est une exception dans l'activité. Je vais démarrer par le locataire accepte votre renonciation en recours. Alors, Jean-Paul, tu peux nous rappeler ce que tu entends par renonciation à recours? Je ne sais pas si tout le monde est au fait. Alors, effectivement, ce terme est employé, mais il faut le comprendre pour l'assimiler. Donc, la location est définie comme un transfert de garde de ce que vous allez louer. C'est-à-dire que votre locataire devient gardien juridique de votre matériel avec obligation de restituer le matériel dans l'état où il l'a reçu. Si ce n'est pas le cas, la loi vous donne le droit de lui réclamer la remise en état, le remplacement et le remboursement de ce matériel. Donc, quand moi, loueur, je vends de la renonciation à recours à un client, je m'engage à ne pas lui réclamer le montant des réparations des matériels qu'il a endommagés. Oui, alors un petit bémol, sous condition, bien sûr. Hein, il y a des conditions à cette renonciation à recours. Donc, en fait, c'est comme de l'assurance. Je lui vends de l'assurance. Alors, non. Je vous rappelle que la plupart des loueurs ne sont pas immatriculés à l'ORIAS. Donc, sans immatriculation ORIAS, vous n'avez pas le droit de vendre, de facturer ou de proposer de l'assurance. L'assurance est une activité réglementée. Donc, ce que vous vendez, vous, c'est bien votre renonciation à recourir contre votre locataire. Même sur vos factures, vous ne pouvez pas écrire assurance X% plus TVA. Vous n'avez pas le droit. Et de plus, l'assurance n'est pas soumise à TVA, mais à taxe non récupérable. Ça, c'est encore un élément important. Et y a-t-il d'autres points sur lesquels il faut rester vigilant sur cette renonciation à recours? Ah oui, oui, tout à fait. Je vous rappelle que dans les CGL que je viens de vous citer juste avant, vous devez informer le locataire des limites exactes de votre renonciation au recours. D'ailleurs, c'est rédigé comme ça, toute limite non mentionnée au contrat est alors inopposable au locataire. C'est noté dans vos conditions générales de location. Et ça, c'est très important. Mais t'entends quoi exactement par limite? Exemple, une franchise. Un montant restant toujours à la charge de votre locataire. Ça permet d'éviter que le locataire prenne le matériel en disant écoutez, j'ai payé X% de loyer supplémentaire, maintenant je suis tranquille. Et je peux faire, entre guillemets, n'importe quoi avec le matériel. Ça, c'est une chose. Et également, des exclusions de cette renonciation au recours. Exemple, si votre locataire laisse le matériel sur le trottoir, les clés sur le siège, et vous dit venez le chercher et qui se fait voler, ça, à mon avis, vous allez dire non, mais attendez, voilà, la renonciation en recours ne fonctionne pas. Donc, toutes ces choses-là doivent être notées. C'est ça les limites. Ces informations, normalement, doivent apparaître sur la partie conditions particulières de votre contrat de location. Donc, pour faire le lien avec la pandémie, la crise sanitaire actuelle, je crois savoir qu'il y a pas mal de locataires qui ont demandé aux entreprises de suspendre les loyers. Est-ce qu'il faut également suspendre la facturation de la renonciation à recours? Alors, attention, même sur un chantier interdit au public et à l'arrêt, les risques ne sont pas nuls, notamment le risque vol et les risques incendie persistent. Donc, il est tout à fait normal, même si vous ne facturez plus de loyer, que vous continuiez à lui facturer votre renonciation à recours, puisque le risque demeure. Effectivement, et les matériels doivent être continuer à être couverts. OK. Le deuxième cas, c'est le locataire qui assure lui-même le matériel, donc il ne souscrit pas à la renonciation à un recours. Est-ce que le loueur a des choses à vérifier? Comment s'assurer effectivement que le matériel est bien couvert? Comment vérifier effectivement? Est-ce qu'on doit le croire sur parole? D'accord. Donc, dans ce cadre, et toujours en application de vos conditions générales de location, votre locataire doit vous communiquer une attestation d'assurance. Ce document est fondamental pour connaître le niveau de garantie de votre matériel
qu'a souscrit votre locataire pour garantir votre matériel. Voilà, ça sera noté sur l'attestation d'assurance. Alors, quelles sont les informations minimum que doivent reprendre les attestations d'assurance pour s'assurer que le matériel est bien couvert? Alors, première information, c'est désigner le bien assuré. Exemple, les matériels de BTP pris en location d'une valeur supérieure à. Voilà, ça désigne le matériel. Le niveau de franchise. Alors, j'attire votre attention sur des niveaux de franchise trop élevés. Si vous avez, par exemple, un niveau de franchise de 30 000 €, ben, ça veut dire que pour tous les matériels égal ou inférieur à 30 000 € ou pour tous les réparations, les sinistres d'une valeur inférieure à 30 000 €, votre locataire s'auto-assure. Et ce n'est pas ce que contractuellement vous avez prévu puisque vous lui avez demandé de s'assurer et pas de s'auto-assurer. Et également, très important à noter, à relever dans les attestations, c'est les limites d'indemnisation qui sont notées soit annuelles, soit par sinistre. Donc, si vous avez une limite d'indemnisation annuelle, sachez que c'est le montant maximum que va payer l'assureur de votre locataire pour tous les sinistres d'une même année. Donc, si vous faites une location au mois de décembre, ben, il est conseillé de demander à votre locataire si cette année, il a eu des sinistres et si oui, pour combien, pour savoir combien il lui reste de garantie. Maintenant, si vous avez une limite par sinistre, ben vous devez vérifier que la valeur totale des matériels que vous lui avez loués ne soit pas supérieure à cette limite. Ceci étant contrôlé… Il y a quand même pas mal de choses à vérifier, Jean-Paul, je crois, sur les attestations, et on ne veut pas non plus trop vous embrouiller, et on sait que déjà demander des attestations, c'est un peu compliqué. On voulait quand même vous faire passer un message, c'est effectivement dialoguer avec les locataires, essayer de comprendre un maximum comment ils sont couverts et comment ils fonctionnent. Et je crois que on voulait faire intervenir… donc, je te laisse le présenter, Jean-Paul, quelqu'un pour vous parler effectivement du travail qu'il fait avec les locataires pour pouvoir s'assurer que les matériels sont bien couverts. Tout à fait. Le maître mot dans tout ça, c'est le dialogue. Il faut pas avoir peur d'aborder la question des assurances avec vos locataires. Donc, je vais maintenant passer la parole à un adhérent DLR qui fait ce travail de dialogue depuis longtemps avec ses locataires. Gilles, je te laisse la parole. Oui, merci Jean-Paul. Bonjour à chacun. Quelques mots effectivement sur notre façon de procéder. Rien de révolutionnaire, simplement on s'est adapté à un environnement difficile depuis quelques années qui s'était traduit concrètement par d'abord une baisse de facturation de prestations de renonciation en recours, et une augmentation concomitante de coûts d'assurance, de coûts de sinistre, et puis une gestion des sinistres qui était très lourde. Donc ce constat nous a amené à travailler de façon importante avec l'ensemble des équipes et nos assureurs sur cette question. Alors quand je dis travailler, c'est former, hein, c'est travailler sur des cas, c'est approfondir des situations, etc., de façon à pouvoir créer avec nos clients ce que j'appelle un échange, un contact à valeur ajoutée. C'est-à-dire, au lieu de planquer le contrat d'assurance sous le tapis, comme peut-être certains d'entre nous faisons pour nos assurances perso, tellement c'est compliqué, d'essayer d'aller un peu à rebours de tout ça et au contraire de provoquer un peu cette discussion et cet échange pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc ça a été un point important. D'ailleurs, c'est un point qui ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire qu'on forme tous les ans, on travaille sur ces sujets, on le fait de façon récurrente et régulière. Le point important de ce dont je peux témoigner, c'est qu'il y a un moment clé qui est l'ouverture de compte. Au moment d'ouverture de compte, qu'est-ce qu'on fait généralement? On fait signer les conditions générales de location. D'ailleurs, générales et particulières. Je voulais juste rappeler que l'existence des conditions générales est un bienfait pour notre profession. Il faut saluer les anciens qui ont beaucoup travaillé sur tout ça, car ça n'existe pas partout dans toutes les professions. Et qu'on le veuille ou non, il s'agit d'un document, d'une règle du jeu, j'utiliserai ce mot, qui permet de situer la position des uns et des autres. Donc ça, c'est le point
clé. Mais indépendamment de ces conditions, on demande également au client de savoir s'il souhaite, s'il accepte notre proposition de renonciation en recours ou s'il est, couvert par sa propre assurance. Et c'est là qu'on fait un travail un peu particulier, c'est-à-dire qu'on lui réclame, évidemment, c'est non négociable, hein, on réclame une copie de ses conditions d'assurance, s'il nous indique qu'il est assuré. Et à ce moment-là, avec l'aide de nos spécialistes, on fait un audit gratuit de son contrat. Et ça nous a permis évidemment de lever des lièvres. Pour l'anecdote, et de façon un petit peu caricaturale, j'ai eu la surprise de tomber sur un de nos confrères qui n'était pas assuré. C'est intéressant, au demeurant. Il mélangeait un petit peu les choses. Bref, ce qu'on peut constater souvent, c'est que ce travail est très utile. C'est un travail de partenariat. C'est un travail qui reste très positif et qui permet d'échanger avec le client de façon positive. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation qui est basée uniquement sur le bien, je dirais, mais on est également sur le lien. C'est-à-dire qu'on apporte un conseil au client et on essaye de sortir un petit peu du marigot pour élever un peu le niveau de notre dialogue. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. On a des résultats qui sont encourageants. Ça ne règle pas tout, je le dis très clairement. Pour autant, je dois constater que certains clients nous disent merci et nous écrivent pour nous remercier de cette démarche. Donc voilà, c'est une façon de faire. Et toute l'année, au fur et à mesure d'évolution dans la relation avec le client, on est amené à reconsidérer ce point, à rediscuter avec lui et avoir un échange qui est un échange constructif et qui nous permet d'éviter évidemment de tomber dans des problématiques de sinistres trop lourdes. Un dernier mot sur la gestion des sinistres. Je voulais insister là-dessus parce que très souvent, nos clients, évidemment, gardiens de leur denier, nous font ressortir que nos conditions tarifaires sont trop élevées. Il y a juste une petite difficulté, c'est que très généralement, on gère le dossier à leur place. Ce qui est absolument étonnant, mais c'est comme ça que ça se passe, puisque qu'est-ce qu'ils font? Ils font un minimum d'actions. Et très souvent, on est obligé d'intervenir, on est obligé de prendre en charge la gestion et c'est quelque chose de très lourd. Donc, je pense que cette façon de procéder nous permet aussi de mettre sur la table tous ces sujets qui sont un peu sous le tapis et d'essayer de clarifier et de donner de la lisibilité, de la visibilité avec une certaine transparence. Voilà. Merci beaucoup, Gilles, pour votre intervention. Merci, Gilles. Alors, on avait une dernière partie effectivement sur les matériels, mais je vois qu'il est 48 et que le temps passe extrêmement vite parce qu'on est tous bavards. La troisième situation, c'est les matériels en transport, puisqu'effectivement aujourd'hui, normalement, vous ne faites pas de transport de matériel si les chantiers sont à l'arrêt. Sachez que demain, quand l'activité économique va reprendre, vous allez être amené à transporter vos matériels. On voulait vous porter un point d'intention sur les limites de responsabilité des transporteurs et sur la couverture de vos matériels en transport, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller dans le détail. On va de toute façon vous envoyer notre présentation avec un peu plus de commentaires que ce qui s'affiche à l'écran et on sera à votre disposition pour répondre à vos questions. On va aller directement à la conclusion sur le transport du matériel, les garanties, les limites de responsabilité du transporteur étant assez faibles. Nos préconisations, ça serait de soit souscrire un contrat marchandise transportée pour vos matériels, soit de souscrire une garantie transport dans votre contrat Brin Machine. Jean-Paul, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose très rapidement en 30 secondes parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Oui. Parce qu'on a un dernier sujet qu'on voulait aborder avec vous qui est un peu plus important que le transport du matériel à notre sens. Oui, effectivement, juste un chiffre, dans les transporteurs professionnels garantissent en général au maximum 3 200 €. Donc, juste ce chiffre-là par transport. Donc ça, par colis. Donc ça, c'est une vraie information. Attention, vous pouvez souscrire aussi la garantie ad valorem, déclaration de valeur que va vous proposer votre transporteur. Attention à la notion de déplafonnement, mais tout ça, ça sera précisé dans le document qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions spécifiques au transport, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail ou nous contacter.
on sera à votre disposition pour y répondre. Mais là, comme on aimerait tenir le timing, parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes qui ont des choses à faire après, on va raccourcir cette partie. Le dernier sujet qu'on voulait aborder dans ce webinaire, c'est le sujet de la protection de vos salariés. Oui, alors, je vous rappelle en préambule que l'entreprise a une obligation de résultat de sécurité concernant les risques psychosociaux et physiques des salariés. Sachez qu'il est pratiquement impossible de s'exonérer de cette responsabilité. Un des moyens mis à votre disposition pour prévenir ces risques, c'est le fameux document unique d'évaluation des risques, DUER. À ce sujet, sachez que le Covid-19 vous donne obligation de mise à jour du document unique, avec, bien entendu, le plan d'action allant avec. Affichage des gestes barrières, mise à disposition de masques, de gel, etc. Je vous rappelle qu'à ce titre, le DLR met à la disposition de ses adhérents un logiciel d'aide à la rédaction et à la mise à jour. C'est bien ça, Hervé. Hein, voilà. Oui, donc, tout à fait. Un logiciel gratuit qui s'appelle G2P, qui est à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. C'est marrant parce qu'on a vu qu'il a été beaucoup utilisé il y a quelques mois et puis ça tombait un peu à l'eau. Puis là, ça redémarre l'utilisation. Mais effectivement, c'est primordial parce que si jamais il y a des collaborateurs qui tombent malades, qui se retournent contre l'entreprise dans les mois qui viennent, la première chose que va aller voir le juge, c'est effectivement quels sont les documents disponibles et le DUER, s'il n'est pas à jour, le procès va être très très rapide. Donc effectivement, on voulait répondre à cette question, c'est quels sont les risques pour les entreprises de ne pas avoir de documents uniques en place dans l'entreprise, ou en tout cas qui ne soient pas à jour. Je vais dire ce que vient de dire Hervé, mais autrement, c'est que les organismes sociaux, les victimes, les ayants droit sont à même de venir rechercher votre responsabilité ou la responsabilité de l'entreprise en cas de décès ou de maladie d'un salarié. Même parfois, il est possible d'intenter une action au pénal à l'encontre du chef d'entreprise. Donc, le document unique est une preuve de bonne volonté, de bon père de famille, hein, comme on dit. Généralement, les poursuites en civil se font sur la base de la faute inexcusable de l'entreprise. Cette faute inexcusable, est-ce qu'elle est assurable? Alors, elle est assurable et elle est assurée généralement dans vos contrats de responsabilité civile professionnelle. Attention quand même, parce que c'est une garantie qui évolue assez rapidement. Si vous avez des contrats de responsabilité civile de plus de 10 ans, allez vérifier que la garantie est bien acquise et bien notée, et également que les montants garantis soient suffisants. Alors, on voulait aussi porter votre attention sur le fait que dans certaines activités, il convient de souscrire un contrat d'assurance faute inexcusable spécifique avec des limites de garantie plus importantes. Si vous avez vraiment une activité à risque, on vous encourage vraiment de mettre en place, en tout cas de vous rapprocher de votre courtier, de votre assureur, pour mettre en place un contrat spécifique avec des limites de garantie beaucoup plus importantes. Pour les activités standards, quel est le montant standard? Là, on va vous inviter vraiment à regarder dans vos contrats RC professionnels. Quel est le montant qu'il faut avoir pour être couvert de manière optimale? D'accord. Alors, aujourd'hui, les assureurs proposent généralement une garantie, un capital pour garantir la faute inexcusable pour un montant entre 2,5 millions et 3 millions. C'est des bonnes garanties. C'est une bonne garantie et c'est une garantie marché. Alors, on nous pose la question justement si c'est assuré dans le contrat RC dirigeant. Effectivement, c'est le point qu'on allait aborder. Le contrat RCD dirigeant va pouvoir, et Jean-Paul, je te laisse répondre, vous assister pour couvrir les frais de défense en cas de poursuite pénale du dirigeant. Alors exactement. Donc, le contrat responsabilité des dirigeants, anciennement appelé responsabilité des mandataires sociaux, va couvrir les frais de défense du pénal. Donc, pour le chef d'entreprise ou pour les dirigeants de droit ou de fait. D'accord, c'est clair. Et un dernier sujet que tu voulais aborder avant qu'on fasse la conclusion et qu'on vous libère pour aller déjeuner,
c'est le sujet de la désinfection des matériels loués. Ah oui, alors ça, c'est un sujet directement lié au Covid et qui concerne vos salariés et vos matériels. C'est effectivement la question de la désinfection des matériels après chaque location. Qui, comment et combien? Est-ce que le locataire devra participer financièrement? Alors, à ce jour, moi, je n'ai pas de réponse à ces questions, mais c'est un sujet que je suis de près, car au niveau des assurances, cela peut engendrer des nouveaux risques, notamment en responsabilité civile. C'est-à-dire que vous louez un matériel, un salarié de votre locataire tombe malade. Alors attention, ça ne sera pas facile à prouver, mais vous pouvez être appelé à la cause. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder et sur lesquelles, et cette question, personnellement, je resterai très vigilant avec, bien sûr, en partenariat avec toute l'équipe du DLR parce que ça les concerne directement. Juste un commentaire, c'est vraiment une situation inédite. Ce matin, nous avions la commission location qui se réunissait et l'un des membres faisait une remarque très très intelligente. Il disait, une des questions qui se pose, c'est est-ce que les entreprises doivent facturer ou pas ces procédures de désinfection? Effectivement, ça coûte du temps collaborateur, ça coûte des produits qu'il faut acheter, etc., etc. Et l'un d'entre eux disait, d'accord, qu'est-ce qui se passe si je facture et qu'un des salariés d'un de mes clients tombe malade et on fait la preuve que c'est sur ma machine qu'il a attrapé le Covid? Est-ce que le fait d'avoir facturé n'engendre pas le fait que ma responsabilité est engagée, etc. On ne sait pas répondre à ces questions-là aujourd'hui. Quant à les assurés, alors là, en plus, les assurés dans l'urgence, parce que ce n'est pas les assurés dans 6 mois, c'est les assurés maintenant. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de soucis là-dessus, parce qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence non plus, ou alors il faudrait aller en chercher sur des pandémies qui ont eu lieu ces dernières années. Je ne sais pas ce qui existe, mais c'est une vraie question. Effectivement, on nous dit dans les commentaires que si le loueur facture la désinfection au client, est-ce qu'il a une obligation de résultat? Pour moi, on est sur une obligation de moyens à ce niveau. À ce sujet. Moyens, enfin, oui. Attention, je ne veux pas dire de… On peut penser qu'on est dans le même cadre que le médecin. Le médecin qui vous prescrit une aspirine, il est dans l'obligation de moyens, le résultat, mais c'est certain qu'il peut y avoir des débats dans des tribunaux par la suite s'il y a des affaires graves. Mais c'est une vraie question et franchement, c'est une vraie question et je vais rester en alerte sur cette question et sur comment avancer et dès que j'ai la moindre information, je la ferai passer par le DLR et puis à mes assurés. De toute façon, la question posée là, par Joël Fruchard, qui est le président de la commission location, Joël connaît très bien le dossier et c'est une question un peu provocatrice qu'il pose ici. Rappelons que dans l'univers de la location, nous délivrons des moyens. Nous délivrons des moyens. Nous sommes dans l'obligation de moyens, pas dans l'obligation de résultat. Et soyons attentifs, on a trop de clients qui essaient de nous entraîner dans l'obligation de résultat. D'accord ? Et ça me permet de rappeler que la location, ce n'est pas de la sous-traitance. Nous ne sommes pas des sous-traitants de la loi de 75. Ça n'est pas, comme on l'a dit à la dernière journée métiers, ce n'est pas un mantra qu'on se répète pour s'auto-convaincre, d'autant plus que notamment dans le BTP, le mot sous-traitant, dès que vous êtes fournisseur, on vous appelle sous-traitant. Non, nous ne sommes pas, les loueurs, pardon, ne sont pas des sous-traitants. D'accord ? Il y a même une jurisprudence qui est parue dernièrement là, sur une location avec chauffeur, hein, même dans le cadre de la location avec chauffeur. Enfin bref, on en reparlera de toute façon quand on y verra un peu plus clair. Même avec opérateur ou avec chauffeur, l'opérateur ou le chauffeur ne décide pas de ce qu'il fait. Il travaille pour un client, pour un chef de chantier, pour etc. etc. Voilà, ce n'est pas le sujet du jour, mais il y a beaucoup de choses qui en découlent effectivement derrière. Très bien. Donc, merci beaucoup, Jean-Paul, pour toutes ces informations. On voulait quand même vous faire un slide. S'il y a 4 choses vraiment à retenir, ou en tout cas à mettre en place dès qu'on quitte tous ce webinaire, et vraiment des choses sur lesquelles on vous invite à porter attention. La première, c'est ajuster les capitaux de vos contrats en fonction de la situation, de où se trouvent les matériels, est-ce qu'ils sont tous sur votre parc, est-ce qu'ils sont sur chantier. Contrôlez effectivement que vos matériels sur chantier sont toujours bien couverts, soit par votre intermédiaire, soit par l'intermédiaire de votre locataire.
Vérifiez dans vos contrats et surtout appliquez les mesures de prévention définies. Et si vous n'avez pas la capacité de le faire, prenez contact avec votre courtier ou votre assureur et mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques. Voilà, ce sont les 4 choses pour nous qu'il faut tout de suite vérifier dès qu'on se quitte. Et le mot d'ordre général, je pense que vous l'avez compris, c'est le dialogue. Dialoguer avec votre courtier, dialoguer avec vos locataires. Il faut vraiment pas, comme le disait Gilles Beaufranc, mettre le sujet sous le tapis. Il faut vraiment communiquer un maximum. Donc, bien sûr, on va vous envoyer la présentation un peu plus complète. Là, on a fait une présentation un peu allégée puisqu'effectivement, il y avait pas mal d'oral, mais on vous enverra par mail la présentation un peu plus complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous parce qu'effectivement, là, on arrive à la fin de l'heure qu'on s'était fixée. Donc, n'hésitez pas, il y aura nos coordonnées, notre adresse mail, notre numéro de portable à Jean-Paul et à moi. On va lancer un petit sondage, comme je vous l'ai dit, pour que vous puissiez nous faire part de ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé et savoir si on réitère l'expérience ou non. Et puis, je vais bien sûr laisser la parole à Hervé. Et avant de laisser la parole à Hervé, je voulais vraiment vous remercier pour votre présence. On espère vraiment qu'on vous a apporté de l'information et que ça va vous donner plein d'idées pour mettre en place ces bonnes pratiques. On remercie bien sûr Hervé Rebolo et le DLR pour leur soutien et puis pour leur relais auprès des adhérents qui nous a permis d'être très nombreux aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne chose. Merci à Gilles Beaufranc pour son intervention. Et puis, comme je vous le dis, je laisse le mot de la fin à Hervé. Portez-vous bien et bon courage pour la reprise. Oui, merci Sarah. Non, je vais être un peu dans la redite. Moi, au poste où je suis, toutes les semaines, j'ai les entreprises sur ces questions d'assurance. Je suis toujours frappé par une chose. Hier, j'ai eu le cas. Hier, quelqu'un qui m'appelle, un tombereau s'est retourné sur un chantier. Fort heureusement, il n'y a pas de blessés. L'adhérent m'appelle pour me demander ce qu'il doit faire, qui est responsable, que prévoit son contrat d'assurance. Je ne savais pas quoi dire. Donc, l'intervention de Gilles est très importante. Pensez, trop souvent, vous n'appelez pas vos courtiers, vos assureurs, donc appelez-les. Et puis le deuxième point, ça a été dit tout à l'heure, effectivement, attention aux certificats d'assurance fournis par les clients, regardez-les. Regardez-les parce que trop souvent, on se contente de prendre le certificat. Ça y est, j'ai le certificat, c'est bon. Oui, mais regardez-les parce qu'en cas de sinistre, il peut y avoir des mauvaises surprises. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. DLR reste à votre disposition. Continuez de nous solliciter. On est là pour ça. On s'inquiétera le jour où vous nous téléphonerez plus. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. À très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.